Bonjour tout le monde. Euh, Soyez le bienvenu aux journées numéro 2 du compte carrière 2025, où vous découvrirez les secrets pour bâtir une carrière réussie. Veuillez noter que cette séance serait offerte en anglais et en français. Donc, il y a une version en anglais. Donc, si vous souhaitez faire partie du version anglais, il faut retourner au lobby et cliquer sur le lien pour la session en anglais. So, if you intended to join the English session, there is one happening at the same time. And you can go ahead and return to the lobby and then select the English session. Je voudrais entamer en soulignant que je suis ici sur le territoire traditionnel non cédé du peuple algonquin Anishinaabe. Les peuples algonquins vivent sur ce territoire depuis des temps immémoriaux et je vous encourage toutes et à tous à reconnaître le territoire sur lequel vous vous trouvez également. Le compte carrière est la plus grande conférence du GC et l'unique but est de soutenir dans votre cheminement de carrière. Au fur et à mesure que nous progressons dans la session aujourd'hui, veuillez partager vos questions en utilisant le bouton Q et questions et réponses dans la langue officielle de votre choix. Vous pouvez voter pour les questions aussi que vous voulez poser en cliquant sur le bouton pouce en l'air ou thumbs up. Comme toutes les sessions du RGFF, celle-ci sera enregistrée afin que vous puissiez consulter les enregistrements et les voir à une date ultérieure. En plus des enregistrements sur notre chaîne YouTube, nous proposons cette année une autre façon d'apprendre. C'est une série de balados, des sessions de compte carrière. Après le CDC, les balados seront disponibles sur Spotify et sur Apple Podcasts. Euh, Nous aimerions également souligner que les présentations PowerPoint de chaque session sont disponibles sur notre page wiki afin que nous puissions les suivre afin que vous puissiez les suivre à votre rythme et améliorer votre expérience d'apprentissage. Voilà un peu pour débuter notre séance. Donc, voilà, bonjour, je m'appelle Stephen McDonald et je vais être modérateur de cette séance d'aujourd'hui. Je vais me décrire un petit peu. Je suis un homme avec peau blanche, j'ai des cheveux bruns et je porte une chemise rouge aujourd'hui. Un peu sur moi, de mon côté, je fais partie d'Avant-Garde, ce qui est un réseau de développement professionnel, des leaders émergents à SPAC. Donc, c'est un peu ce que je fais en ce moment. J'essaye de promouvoir les gens et leur plein potentiel. On va vous poser une question avant qu'on commence la séance. La question pour vous autres, juste une petite question pour débuter, c'est à quel point vous vous sentez à l'aise pour entamer une conversation difficile au travail? Donc ça, c'est un peu le thème d'aujourd'hui. Donc, on veut savoir un petit peu, est-ce que vous vous sentez à l'aise, très à l'aise, plutôt à l'aise? Donc, vous avez les options sur l'écran. Donc, ça, c'est la première question. Et deuxième question, quel est votre plus grand défi lorsque vous avez des conversations difficiles au travail? Donc, il y a quelques options là. Trouver les bons mots, gérer les émotions, s'inquiéter de la rédaction des autres, trouver un équilibre,
et amorcer la conversation. Donc, je vais vous donner une minute de voter, voter là euh, pour avoir une meilleure idée pour cette conversation. Et aussi, je voulais juste dire que ce n'est pas un test et aussi ce n'est pas obligatoire. Donc, c'est juste une petite sondage pour en savoir un petit peu plus. Oui. Donc, merci d'avoir participé. On peut voir maintenant un petit peu les résultats. Donc, ok, donc c'est une bonne chose qu'on est là aujourd'hui. Donc, une majorité, 55% disait plutôt mal à l'aise à entamer une conversation difficile au travail. Donc, il y a un bon pourcentage aussi qui se sentent neutres ou plutôt à l'aise, vers 20% pour les deux. Et puis aussi, waouh, il y a vraiment une belle distribution ici pour la deuxième question, mais vraiment trouver un équilibre entre professionnalisme et honnêteté pour le plus grand défi. Donc, merci pour toutes vos réponses là. Donc, on va passer aux objectifs de notre séance d'aujourd'hui. Donc, on va passer ici. Donc, oui, exactement. Donc, les objectifs, on en a trois. Donc, c'est vraiment, premièrement, de pratiquer des techniques de communication efficaces, y compris l'intelligence émotionnelle et l'écoute active pour bien tenir des discussions en matière de carrière. Deuxièmement, développer une stratégie personnalisée pour discuter de la progression dans notre carrière ou de la rétroaction avec notre gestionnaire et en se concentrant sur les propositions de valeur clés. Et troisièmement, apprendre les conseils et les astuces de divers panélistes sur la façon dont on gère les relations avec les gestionnaires afin d'améliorer leur développement de carrière. Donc, voici ce qu'on va se centrer aujourd'hui et où est-ce qu'on s'aligne pour aujourd'hui. Donc, prochainement, je vais passer à nos panélistes d'aujourd'hui. Donc, on a Samira Manfon avec nous. Samira est analyste politique qui s'efforce d'être un communicatrice efficace, capable de transmettre des informations complexes de manière claire et compréhensible. Elle est actuellement analyste des politiques au sein de la Direction générale des services de santé spécialisés de Santé Canada. Voici un petit peu sur Samira. On va passer prochainement à la prochaine, à Manon ici. Euh, Manon est psychologue attitrée à Nouveau-Brunswick avec plus de 23 ans d'expérience auprès des enfants, des adolescents et de leur famille. Elle a entamé sa carrière comme psychologue scolaire dans les écoles secondaires de Dieppe et de Moncton. Par la suite, elle a fondé sa pratique privée et pratique encore à temps partiel. Donc voilà un petit peu sur Manon. On va passer dernièrement à Catherine. Voici Catherine. Catherine est chargée de projet laboratoire d'innovation du Conseil fédéral du Québec depuis septembre 2021. Catherine est stimulée par toutes les opportunités de contribuer à des projets d'innovation au sein du fonction publique et elle est aussi vice-présidente de Réseau des jeunes fonctionnaires fédéraux du Québec depuis 2022 pour créer des opportunités significatives de collaboration, de dialogue et d'action. Voilà un peu de nos trois panélistes d'aujourd'hui. Euh,
Donc, je pense qu'on peut passer à la prochaine diapo. Donc, on va commencer ici, on va commencer la conversation ici avec des conversations difficiles au travail. Et je pense que je vais passer la parole ici à Samira pour commencer et puis d'en parler un peu davantage à ce sujet, effectivement. Donc, à toi, Samira. Merci Steven, puis bienvenue à tout le monde. J'espère que ça va bien en cette journée de tempête. Euh, En tout cas, du côté où je suis à Ottawa, à Gatineau. Donc, effectivement, aujourd'hui, on va parler des conversations difficiles au travail, mais avec trois types d'interlocuteurs spécifiques, donc les gestionnaires, les collègues et les clients. Puis, on va aussi essayer d'explorer un peu pourquoi c'est des conversations importantes, entre autres, comment ça sert à instaurer la confiance, résoudre les problèmes et à évoluer, à vous permettre d'évoluer professionnellement. Donc, vous voyez le diagramme de Venn là. Vous voyez qu'en communiquant effectivement avec ce trois types de personnes, vous apprenez dans le fond ce que c'est que la communication efficace, puis c'est des opportunités de se pratiquer à être clair dans nos intentions, dans ce qu'on veut, malgré les obstacles. Parce que il y a différents types de personnes sur Terre, donc on va pas toujours s'entendre avec tout le monde ou alors on va pas toujours avoir le même point de vue que tout le monde. Fait que je pense que quand Manon, Catherine et moi, on va essayer de vous parler de ça, on va essayer de un peu aussi d'insérer peut-être des techniques sur comment avoir ces conversations-là tout en ayant des relations de travail efficaces. Donc, c'est Manon qui va ouvrir le bal à nous parler des conversations avec les gestionnaires, puis je vais donc lui céder la parole. Merci Samira, bonjour tout le monde. On peut juste changer de diapositive, s'il vous plaît. Merci. Et comme Steven mentionnait, je suis psychologue attitrée, mais je travaille à la fonction publique fédérale au service correctionnel comme consultante en gestion de conflits, valeurs et éthique. Donc, les conversations importantes, les conflits, les discussions qui peuvent mener à des incompréhensions ou les discussions euh, positives qu'on veut qu'amènent à des succès, ça fait partie vraiment de mon quotidien. Puis pour la plupart de vous, si vous à la fonction publique, chaque ministère ou chaque organisation de la fonction publique devra avoir un service semblable qui est les services de résolution de conflits informels. Donc, je vous encourage de rejoindre ces gens-là si vous avez besoin de plus de soutien ou d'aide. Donc, évidemment, comme Samira nommait, les conversations avec notre gestionnaire peuvent être des discussions essentielles, mais aussi parfois inconfortables, importantes, qu'on va parfois dire difficiles. Puis, les genres de discussions qu'on va devoir avoir avec nos gestionnaires sont entre autres des discussions au niveau de l'évaluation du rendement. Les discussions au niveau de la gestion de rendement, on vous encourage vraiment d'être ouvert à entendre ce que votre gestionnaire pense que vous avez besoin de faire pour vous développer. Souvent, les gens voient ça comme une critique, mais c'est tout à fait plutôt un feedback proactif pour vous aider à avoir longue vie, longue carrière dans la fonction publique, puis vraiment cheminer dans le chemin que vous souhaitez. Donc, parfois, vous n'allez pas être nécessairement complètement d'accord avec la rétroaction, puis il y a certainement place à en parler, mais il y a aussi, tu sais, place à se dire, OK, dans mon meilleur intérêt, qu'est-ce que je peux comprendre de cette rétroaction-là? Puis peut-être mettre un peu d'effort à amener cette amélioration dans le domaine souhaité. Évidemment, si le gestionnaire prend la peine d'identifier un certain aspect dans votre performance qui pourrait être amélioré, euh, il risque que votre gestionnaire va quand même un peu garder la loupe sur cet aspect-là de votre rendement. Donc, si vous faites des améliorations, si vous faites des avancements à ce niveau-là, ça va sûrement être remarqué et tout en votre honneur. Si jamais vous avez besoin de clarification pendant l'évaluation de rendement avec votre gestionnaire, on vous encourage d'utiliser le modèle SPI, qui veut dire en français situation, comportement et impact, afin de clarifier la rétroaction que vous recevez.
OK? Donc, quand on parle de situation, comportement et impact, ça se décrit dans le titre. La situation, c'est demander à votre gestionnaire d'expliquer clairement dans quelle situation qu'ils observent ou qu'il observe le comportement, justement, ou la chose qui semble pour lui être quelque chose qui devrait être amélioré. OK? Donc, définir l'occasion ou le contexte où le comportement s'est produit. Vous pouvez aussi poser des questions pour spécifier le comportement, comme par exemple, pouvez-vous me donner des exemples précis de ce que je pourrais faire pour m'améliorer? Puis aussi, demander l'impact que votre comportement a sur l'équipe, sur les clients ou même sur votre gestionnaire, puisque souvent, quand on comprend l'impact, OK, ça nous permet de comprendre l'importance. Donc, pendant les évaluations de rendement, si vous avez besoin de clarification, on vous encourage d'utiliser le modèle SBI. Pardon. Un autre type de questions ou de conversations que vous allez devoir avoir avec votre gestionnaire, c'est des conversations par rapport à l'apprentissage et au développement. OK? Donc, présentez l'apprentissage et le développement comme un processus gagnant-gagnant. Mettons que vous avez trouvé une formation à laquelle vous aimeriez participer et vous avez besoin de l'approbation de votre gestionnaire de un et aussi le financement. Essayez de trouver de quelle façon vous suivre cette formation-là ou de mettre du temps et de l'énergie dans cette formation-là va amener des avantages pour vous, mais aussi pour l'équipe en entier. Par exemple, c'est la formation va vous aider à améliorer certains processus qui va permettre à toute l'équipe d'économiser du temps. Peut-être que vous pouvez aussi proposer que vous allez faire des genres de train the trainer, dans le sens que vous allez partager l'information avec vos collègues qui va faire en sorte que l'équipe va devenir plus solide, plus fort dans cet aspect-là. Finalement, une autre conversation qu'on doit avoir avec notre gestionnaire, ce sont nos objectifs de carrière. Vos gestionnaires devraient vous poser cette question-là périodiquement, peut-être annuellement. C'est quoi vos objectifs de carrière? Donc, on vous conseille vraiment de donner, d'y réfléchir auparavant pour pouvoir donner une réponse claire, mais aussi profitez-en pour demander conseil, demander des mesures concrètes sur qu'est-ce que vous devriez faire, quel genre de compétences que vous devriez améliorer pour être prêt peut-être pour une promotion ou pour un avancement si c'est ce que vous souhaitez. Donc, lorsque vous savez où vous voulez aller, faites confiance, ayez la discussion avec votre gestionnaire, nommez qu'est-ce que vous voulez et aussi écoutez et osez demander comment vous pouvez vous y rendre avec leur soutien, avec la formation, du mentorat ou autre chose. La prochaine diapositive, s'il vous plaît. Donc, quand ça vient à relever des défis avec votre gestionnaire, un des défis que vous allez souvent nommer ou qui va souvent se présenter, ce sont les défis interpersonnels ou les problèmes interpersonnels. Comme Samira l'a nommé si bien, on va jamais aimer tout le monde avec qui on travaille. On a tous des différentes personnalités. Donc, une des façons que nous, comme consultants en gestion de conflit, on demande toujours, on encourage toujours les gens à essayer de résoudre leurs conflits au plus bas niveau et les résoudre directement avec la personne avec qui ils ont un conflit, justement. Donc, le collègue, par exemple, avec qui ils ont le conflit. OK? Le gestionnaire ne devrait pas avoir à être impliqué ou à intervenir dans chaque désaccord qui se trouve dans une équipe. OK? Ce n'est pas leur rôle. Puis, on a tous un rôle à gérer le conflit à un niveau les plus bas et de façon personnelle avec l'autre personne. OK? Si jamais qu'il y a des situations qui se présentent qui doivent être transmises au gestionnaire, soit que vous avez essayé puis ça fonctionne pas juste entre vous deux, ou encore que on comprend du harcèlement, la discrimination, des commérages blessants, de l'intimidation, on vous encourage alors d'aller vers le gestionnaire pour qu'il puisse vous aider à trouver des solutions. Quand vous avez les discussions, mettons que vous avez un conflit avec un collègue, un problème interpersonnel, on vous encourage d'utiliser les messages je. Les messages je vous permettent, c'est vraiment une technique de communication simple qui permet d'exprimer comment vous pensez, exprimer vos émotions sans jeter le blâme ou sans accuser l'autre personne. OK? Puis quand on met pas de blâme, on n'accuse pas, souvent
il y a une possibilité que la discussion va demeurer plus calme, plus constructive. Donc, le message je, on décrit la situation, on exprime notre émotion, comment est-ce qu'on se sent par rapport à la situation, on explique la conséquence. Donc, un message je, ça pourrait être quelque chose comme quand je ne reçois pas l'information à temps, je me sens stressée et dépassée, puis cela rend mon travail plus difficile. J'aimerais qu'ensemble, on trouve un moyen de communiquer quand il y a des délais. OK? Donc, je nomme mon émotion, je nomme la situation et je nomme l'impact que ça a sur moi sans dire à l'autre personne, t'es toujours en retard, puis quand t'es en retard, moi, je peux pas faire mon travail. OK? Donc, qui pourrait vraiment amener que les gens, tu sais, se mettraient à dos, que les gens bâtiraient comme une genre de carapace étant donné qu'ils se sentiraient attaqués. Donc, les messages je évitent les accusations, favorisent l'empathie, encouragent les solutions, puis, comme je disais, ça évite le tu plutôt accusateur. OK? Une autre discussion qui peut être difficile avec votre gestionnaire, c'est les entrevues de départ, les exit interviews. Donc, parfois, ça va être initié par votre gestionnaire. OK? Ça fait que des fois, même si vous faites un excellent travail, ça se peut qu'il y a un moment où votre contrat va terminer, puis pour de maintes raisons qui sont possiblement en dehors du contrôle de votre gestionnaire, le terme ou le contrat ne sera pas renouvelé. OK? Donc, si c'est le cas, prenez le temps de demander de la rétroaction. Discutez des moyens que vous pouvez renforcer vos compétences en vue de futures opportunités. Si ça vous intéresse de revenir dans ce poste ou dans un poste dans cette équipe-là, nommez votre intérêt, nommez aussi qu'est-ce que vous avez contribué à l'équipe depuis que vous y êtes et assurez-vous de nommer votre intérêt de revenir si jamais la situation change. OK? C'est sûr que ça, c'est des discussions qui sont difficiles, mais essayez de maintenir la relation avec votre gestionnaire. Prenez-les pas personnels. C'est souvent pas le gestionnaire qui décide si on a le budget ou si le projet va poursuivre. Puis, assurez-vous que ça ne cause pas nécessairement une rupture de la relation avec le gestionnaire qui pourrait vous offrir des opportunités futures, mais aussi être une belle source de référence dans votre progression de carrière. Si jamais c'est vous qui choisit de partir pour une nouvelle opportunité, on vous encourage de planifier à l'avance. Ça veut dire, tu sais, attendez pas la dernière minute pour aviser à votre gestionnaire que vous quittez. Donc, dès que vous savez, soyez transparent, soyez honnête avec votre objectif, puis faites en sorte que vous encadrez peut-être l'autre personne avant de partir. Souvent, quand on part pour un travail, on essaye de partir, tu sais, on a un petit peu un pied de chaque côté, mais soyez sûr de travailler fort et d'être performant jusqu'à la toute fin, car ça aussi, ça va parler grandement de qui vous êtes et de qu'est-ce que vous avez à contribuer. Je pense que Catherine nous a joint et est prête à poursuivre. Oui, exactement. Merci, Manon. Est-ce que vous m'entendez tous bien? Oui. Excellent. Merci pour votre compréhension. J'étais pas là au tout début, mais de ce que j'ai vu, tu as fait une super présentation. Merci pour tous tes conseils, trucs et astuces. J'en ai pris note. Donc, bonjour tout le monde, c'est ça. Donc, mon nom, c'est Catherine. Puis aujourd'hui, je suis là pour parler avec vous des conversations avec les collègues. Donc, tu sais, pour éviter tout conflit, quand on fait des projets de groupe, dès le début, c'est de débuter et d'établir les rôles et les attentes du groupe ou du projet sur lequel on travaille. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Premièrement, on peut, dès le début, commencer à faire une charte d'équipe. Si vous ne savez pas c'est quoi une charte d'équipe, donc dans le fond, c'est un peu de déterminer en groupe les normes, les valeurs, la façon qu'on va communiquer en équipe, bien définir le but du projet, parce que parfois, je pense qu'au travail, on va commencer un projet, on est excité, mais vraiment de mettre deux, trois lignes puis de déterminer ensemble c'est quoi le but, ça peut vraiment comme enlever beaucoup de charge mentale pour tout le monde. Qui fait quoi et quand? Et peut-être même prendre le temps de définir un leader dans le groupe, dans le projet de groupe. Comme ça, il y aura quelqu'un qui va être un peu plus comme la personne fiable, la personne qui va faire les suivis dans la rencontre. C'est pas obligé, on peut tous être un égal, mais des fois, c'est le fun d'avoir quelqu'un qui est un petit peu plus leader dans l'équipe pour juste comme assurer l'harmonie dans le groupe. Mais ça, c'est à votre discrétion, mais c'est un conseil que j'offre. Ça va vous éviter aussi, ça va aussi vous apporter à avoir quelqu'un pour aller vous référencer si vous avez un conflit dans le groupe.
Donc, au début du projet, c'est toujours important de bien comprendre les responsabilités spécifiques de tout le monde et les délais à respecter. Donc, un peu dans la charte d'équipe, on détermine les livrables, etc. Euh, Dans le fond, ça va vraiment permettre d'éviter les malentendus, puis responsabiliser tous les membres du groupe, donc lorsque vous faites votre projet. Soyez ouvert à s'adapter, à vous adapter, à adapter votre approche dépendamment de l'environnement dans lequel vous travaillez. Est-ce que c'est un projet de groupe qui est dans le ministère interministériel avec des clients externes? Qui est votre client? Qui sont les personnes cibles? Donc, ça va mouler un peu comment vous allez travailler ensemble, puis comment vous allez avoir des conversations difficiles ou non au courant du projet. Donc, vraiment, de déterminer ça au début, là, vraiment, c'est la clé pour éviter des conflits plus tard. Ensuite, lorsqu'on a nos premières rencontres, qu'est-ce qui est super important, c'est d'établir les méthodes de travail, puis aussi de discuter des défis interpersonnels. Donc, peut-être de parler dès le début avec votre groupe, quelles sont les forces et les faiblesses de vos collègues. En sachant ça, on sait très bien que lorsqu'on fait quelque chose dans un projet de groupe qu'on aime, bien, il y aura beaucoup moins de conflits à long terme parce qu'on est passionné par ce qu'on fait. Donc, par exemple, si vous êtes dans un groupe, un travail de groupe, puis il y a des tâches qui sont choisies, puis vous savez que quelqu'un préfère la rédaction. Bien, donnez-lui la rédaction. Si quelqu'un préfère parler en public, donnez-lui cette partie-là. Si quelqu'un préfère organiser les livrables, les réunions, bien, donnez cette responsabilité à la personne. Puis, la personne va mieux travailler, puis vous allez avoir moins de conflits. Si vous faites un travail qui vous plaît un peu moins, excusez-moi, j'ai beaucoup de pop-up sur mon écran, extrêmement désolée, parce que je suis sur mon ordi personnel et je pense que ça le freeze. Non, ça l'a pas fait. Pardon. Donc, c'est ça. Donc, qu'est-ce que je disais, c'est vraiment de définir tout ce que les gens préfèrent ou non. Ça va vous éviter beaucoup de conflits. Bien sûr aussi, il faut toujours bien accueillir les nouvelles personnes qui vont arriver dans le projet. Donc, mettons, tu sais, ça fait quelques mois que vous faites un projet, puis il y a quelqu'un qui arrive, bien vraiment de lui montrer la charte d'équipe, de lui dire, écoutez, nous, on s'attend à ça de votre part, on travaille de cette façon-là, on communique de cette façon-là. Puis cette personne, lorsqu'elle arrive dans l'équipe, elle va se sentir rassurée, elle va comprendre les attentes, puis ça peut créer moins de conflits à la longue. À l'écran, on voit vraiment bien comme un cercle, le cercle qui dit demander, donc on discute avec le groupe, on écoute nos collègues, on s'aligne selon nos valeurs, qu'est-ce qu'on n'aime pas faire durant un projet, puis bien sûr, agir en respectant les livrables. Donc, quand vous avez tous les éléments, je vous ai mentionné, plus vous agissez, puis vous respectez entre vous, euh, le projet devrait super bien débuter puis vous éviter des problèmes dans le futur. On peut se rendre à la prochaine diapo. Super, merci beaucoup. Donc maintenant, on est plus vraiment dans la résolution de conflits avec les collègues. Donc, une chose qui est vraiment super importante, c'est de toujours planifier des réunions. Donc, comme je vous ai dit dans la charte d'équipe au début, c'est de d'établir est-ce qu'on voit à chaque semaine, à chaque 2 semaines. Comme ça, les gens vont s'attendre à avoir une rencontre. Puis, s'il y a une problématique, bien, ils vont savoir quand pouvoir l'adresser. Tu sais, ils vont savoir, OK, ben, tu sais, mercredi prochain, j'ai quelque chose à discuter avec l'équipe, je peux le faire. Si vous n'avez pas des rencontres setées, c'est comme set in stone, ben, la personne ça peut créer de l'anxiété puis là, causer plus de problèmes. Donc, il faut favoriser une culture de transparence, que tout le monde se sent à l'aise de pouvoir partager leurs idées, faire part de leurs préoccupations. Donc, on est toujours dans le respect, dans l'aspect communauté. Encore une fois, si vous avez un leader, ben, c'est bien de demander à ben, cette personne-là, en fait, son rôle, ça serait un peu de faire des contrôles réguliers. Donc, à chaque rencontre, de dire, Hey, gang, comment le projet se passe? Y a-t-il quelque chose sur lequel vous aimeriez parler? Y a-t-il quelque chose qui vous dérange? Est-ce que quelque chose va moins bien? Qu'est-ce qui va bien aussi? C'est important aussi de se relever et de dire, Hey, ça, on fait super bien ça, on pourrait travailler là-dessus, mais ça, on fait bien ça, s'encourager. Puis vraiment être le metteur en scène d'une belle ambiance de travail. Tu sais. Fait que, mais des contrôles réguliers, là, c'est vraiment la clé pour éviter beaucoup de conflits. Puis lorsqu'il y a un conflit qui arrive, ben, c'est de rester respectueux, constructif, puis toujours être axé sur la solution. Tu sais, parce que souvent, on pense tu sais, on est fâché, on a un argument, on va dans la critique, mais au lieu de critiquer, allons dans la solution. Puis je pense que c'est bon, tantôt, comme Manon elle a parlé, que c'est toujours mieux d'aller dans le je, le nous sentons que le tu. Donc, d'attaquer quelqu'un puis d'aller vers la critique, c'est jamais comme une recette pour le succès, là, comme -2. C'est toujours mieux d'aller en mode solution, puis, tu sais, c'est comme pour vraiment régler le conflit plus rapidement. Puis, bien évidemment,
d'aborder les problèmes dès le début. Donc, si vous êtes le leader, vous êtes dans l'équipe et vous voyez dès le début qu'il y a une accroche avec quelqu'un, ou il y a une accroche avec le type de travail que vous faites, ou il y a une accroche dans la méthodologie de travail, peu importe, extrêmement important de l'adresser dès le début parce que sinon, ça fait un effet boule de neige. Un petit grain de sable peut créer une plage, tu sais. Fait que vaut mieux juste comme adresser le problème à la base, régler la petite problématique qui est toute petite pour éviter que ça devienne c'est comme une grosse affaire. Puis ça aussi, ça s'adresse pas seulement au travail, hein, dans la vie personnelle. C'est vraiment juste comme une façon de réfléchir, une philosophie de vie. Mais je pense que d'aborder les problèmes dès le début, c'est vraiment la clé. Puis comme on voit à l'écran, toujours revenir à l'objectif commun versus les différences personnelles. Donc, tu sais, l'objectif, c'est qu'on réussisse notre projet, qu'on travaille ensemble, qu'on soit heureux, qu'on soit passionné, qu'on produise un produit intéressant pour nos gestionnaires, versus les différents personnels. Ça peut se régler en side ou avec les techniques que je vous ai offertes durant la présentation. Donc, voilà, in a nutshell, c'était ça ma partie. Merci Bon, question. beaucoup, Catherine, pour le discours. Je pense que je vais passer la parole dernièrement pour cette partie. Je vais passer la parole à Samira. Merci, Steven. Donc, pour finir, on va parler de comment naviguer des conversations avec les clients. Donc là, vous voyez sur la diapositive, il y a 3 points importants qu'on met en place, sur lesquels on va mettre l'emphase. Mais avant de commencer, j'aimerais juste, vu que le public, donc notre public, c'est les jeunes fonctionnaires, jeunes hackers ou jeunes qui rentrent dans la fonction publique, il y a une chose qu'il faut qu'on garde en tête, c'est que même si on est jeune, même si on vient de commencer dans son poste, si vous êtes en position de donner des conseils à des clients, c'est-à-dire que vous avez une certaine expertise. Donc, c'est sûr que en termes de longévité de la carrière, parfois ça peut être intimidant de se retrouver soudainement dans un poste d'expert. Mais en général, quand vous êtes dans un rôle, c'est parce que vous avez démontré que vous aviez les capacités pour accomplir ce rôle-là, puis que vous aviez étudié le sujet sur lequel vous allez maintenant donner des conseils à des clients. Donc, allez-y avec ce confort-là, avec cette confiance, sans toutefois être arrogant, mais vraiment établir une confiance de base pour se dire, OK, j'ai ce qu'il faut pour accomplir cette tâche-là. Et ça, je pense que ça va influencer un peu comment vous allez interagir avec le client ou les clients en question. Parce que d'autant plus que parfois, on se retrouve avec des gens, parce que quand on travaille, quand on donne des conseils, ça veut dire que vous pouvez vous retrouver dans une situation, par exemple, où vous êtes euh, analyste junior ou en milieu de carrière, puis vous devez donner conseil, par exemple, à quelqu'un qui est dans un poste de gestion. Puis ça, de mon expérience personnelle, ça peut être intimidant au début, mais comme je dis, si vous y allez en vous disant, j'ai l'expertise, j'ai les connaissances, euh, tout en vous se disant que oui, il y aura des choses à apprendre sur le chemin, ça peut vous aider. Donc, le premier point sur lequel on va se pencher, c'est la mise en place des attentes. Donc, on dit qu'il faut avoir des attentes, donc confirmer l'étendue du travaux ou le mandat par écrit. Et ça peut être de façon formelle, ça peut être de façon informelle, comme par exemple juste écrire un courriel où vous résumez un peu qui fait quoi, nous allons livrer à telle date, voici l'objectif principal de ce dossier, ou ça peut être de façon plus formelle. Puis ça, c'est une méthode de gestion de projet. C'est la charte de projet. Donc, de la même façon que Catherine parlait de la charte de l'équipe, mais vous pouvez avoir une charte de projet aussi dans laquelle sont notées les dates importantes du projet, les rôles et responsabilités de chaque partie, les différents livrables et l'objectif global du projet. Ça fait que tout est clair, les attentes sont nommées, puis en écrivant aussi, encore une fois, j'ai dit comme ça peut être juste un courriel qui résume ces choses-là ou une charte officielle. Il y a quand même des templates qui existent pour ce genre de charte de projet-là. Mais en faisant ça, en écrivant ça, ça permet aussi de réfléchir ensemble avec le client pour commencer à établir un peu une façon de faire commune, savoir les préférences des uns et des autres sur les styles de travail et peut-être aussi se rappeler de certaines choses auxquelles on n'aurait pas nécessairement pensé si on avait juste eu des séries de réunions pour parler du dossier. Quand c'est écrit, ben, c'est documenté. Puis c'est clair que telle personne a tel rôle,
tel livrable va être fait à telle date, etc. Euh, le deuxième point sur lequel on met de l'emphase, c'est de gérer la rétroaction des clients. Donc là, on vous dit de faire preuve de curiosité et de ne pas être sur la défensive. Et c'est là où l'aspect conversation difficile peut rentrer. C'est parce que parfois, le client peut poser une critique. Puis à ce moment-là, euh, il faut apprendre à faire la part des choses entre la critique, le ton sur lequel ça a été délivré, et la personne qui délivre le message. Donc, de la même façon aussi que Manon a dit, de, euh, on évite de se concentrer sur la personne, on se concentre vraiment sur le message. Donc, un exemple de façon d'accueillir une rétroaction négative ou moins bonne, c'est merci pour vos commentaires. Est-ce que vous avez des améliorations à suggérer? Euh, et c'est sûr que dans l'idéal, la personne ferait les commentaires de façon à se concentrer sur donc le genre de message dont on a parlé au début de la session, mais il se peut parfois que vous ayez affaire à quelqu'un qui n'a pas le même style de résolution de conflit que vous, soit que la personne qui est plus belliqueuse ou qui est passive-agressive, mais ça, essayez de passer outre ça et vraiment se concentrer sur le message. Parce qu'à la fin de la journée, quand on travaille avec des clients, l'objectif, c'est d'atteindre les objectifs du dossier. Donc, c'est pas de rentrer dans des querelles ou de se prendre la tête ou d'avoir raison. Parfois, quelqu'un peut faire une critique que vous trouvez malvenue ou que vous ne trouvez pas nécessairement bien adressée. Mais c'est pour ça que c'est important de vous concentrer, d'essayer d'enlever un peu l'ego et d'essayer de se concentrer sur, OK, c'est quoi le message? Qu'est-ce que j'aurais pu faire pour peut-être éviter qu'on en arrive là? Ou qu'est-ce que je pourrais faire la prochaine fois? Parce que on s'entend qu'on n'a pas toujours l'expérience. On a, c'est l'expérience passée qui fait en sorte qu'on puisse savoir ce qu'on aurait pu faire de différent pour éviter quelque chose. Donc, dans un cas précis, vous pouvez vous retrouver dans une situation où quelqu'un a un commentaire négatif. Puis là, à ce moment-là, vous vous dites, OK, je savais pas, mais qu'est-ce que je pourrais faire la prochaine fois pour être sûr qu'on n'en arrive pas là? Puis enfin, donc annoncer des nouvelles difficiles? On conseille d'être transparent et d'être proactif aussi. Donc, c'est sûr que vous allez être honnête, vous allez dire ce qui s'est passé pour, pour que vous en soyez quelque part où nécessairement vous ne vouliez pas être dans le projet. Mais être proactif en proposant, pardon, des solutions de rechange. Ce que ça va faire, c'est que c'est mieux, quand on a un problème à poser, c'est mieux d'avoir une solution directement attachée à ça que de simplement poser un problème. Parce que si on pose juste le problème, c'est dans le fond, on se plaint juste. Puis, encore une fois, quand on a un rôle de conseil, ben, l'objectif, c'est justement d'apporter des solutions. Ça peut être des solutions auxquelles on avait pensé au départ, mais ça peut être des solutions de rattrapage parce que il y a X, Y, Z choses qui se sont passées de façon imprévue. Ils font en sorte qu'on n'arrive pas à accomplir les tâches qu'on avait euh, explicitées dans la charte de projet, par exemple. Soit on n'arrive pas à les accomplir à temps, soit on n'arrive pas à les accomplir du tout, ou on n'arrive pas à les accomplir de la façon dont c'était prévu. Mais donc, dès que c'est possible, proposer une solution de rechange, puis discutez-en avec le client et en règle générale, ça fait en sorte que tout de suite, la personne a plus tendance à oublier le problème et à se concentrer sur la solution. Puis là, le dialogue peut continuer. Vous pouvez continuer à parler avec la personne pour essayer de trouver la meilleure solution pour les deux parties. Donc, dans le fond, c'est ça, les mêmes principes reviennent, que ce soit dans les discussions avec les clients, les collègues ou les gestionnaires. On fait preuve de franchise, on est clair dans le message, on fait preuve d'empathie aussi, parce que, encore une fois, on est tous différents, mais il faut savoir composer avec les différences de personnalité dans les équipes ou dans nos relations de travail en général. Voilà. Merci beaucoup, Samira, pour la belle ajout aussi de ce côté. On est vraiment venu sur la section. On va passer dans la section de questions et réponses maintenant. Donc, on va essayer de répondre à quelques questions que vous avez
poser dans le Q, dans la question-réponse section. Donc, c'est ça qu'on utilise. Ça s'appelle Q&A dans le section Zoom. Et vous pouvez voter pour la question que vous souhaitez que vous souhaitez avoir répondu dans notre session. Donc, on va commencer avec une première qui a 10 pouces en l'air. Donc, dans un contexte de coupe budgétaire, fin de contrat avec des annonces d'alourdissement de la charge du travail et aucune approbation pour les formations non obligatoires, quelle concession la gestion pourrait faire pour arriver à un compromis où leurs employés auront quand même l'occasion de s'améliorer ou acquérir de nouvelles connaissances et compétences dans un domaine qui les intéresse lors des périodes de compression. Donc ça, c'est notre première question et je vais l'ouvrir à n'importe qui veut la prendre. Ben, moi, quand j'ai lu la question pendant que Samira parlait, ben, ça m'a inspiré à vous dire que c'est vrai que c'est des temps qui sont difficiles, tu sais. On ne va pas se mentir, là, tu sais, on est tous dans la réalité de ça, chacun, tout le monde est impacté par ça. Par contre, sachez qu'il y a beaucoup de plateformes qui sont relativement gratuites, qui n'ont pas besoin d'approbation pour que vous puissiez faire des formations, vous améliorer dans des domaines. Je pense à l'École de la fonction publique, qui est une énorme plateforme au gouvernement, une grande chance qu'on a comme fonctionnaire d'avoir une bibliothèque énorme de formations. Puis souvent, il y a des formations qui sont courtes, qui sont en ligne. Beaucoup est en ligne depuis la COVID. Là, en fait, vraiment, l'école a fait un tour puis s'est mis en ligne. Donc, il y a la possibilité de faire ça. Il y a aussi des centres comme le mien. Tu sais, je vais faire un peu de pub pour qui je travaille. Moi, je suis au laboratoire d'innovation du Conseil fédéral du Québec. Vous pouvez chercher laboratoire d'innovation sur GC Exchange. Puis j'ai mis plein de formations gratuites sur les outils technologiques. On est un peu plus dans l'innovation, là, puis la technologie. Mais tu sais, promenez-vous sur des sites GC Exchange. En ce moment, on est dans une excellente plateforme hein, avec les jeunes fonctionnaires, toutes les formations gratuites qu'il y a. Fait que, tu sais, oui, c'est extrêmement triste qu'est-ce qui se passe, mais je pense qu'il y a des façons de détourner avec les services qui sont déjà là. Il y a des gens qui travaillent fort pour donner de la formation continue, dont l'école, le lab dont je fais partie, des jeunes fonctionnaires. Donc, il ne faut pas se décourager. Il faut juste être un peu plus comme innovant, innovatif, puis comme fouiller, puis s'inscrire à des événements comme aujourd'hui. Je pense que ça serait ma réponse à cette question. Merci beaucoup, Catherine. Samira ou Manon, je ne sais pas si vous voulez ajouter quelque chose. J'ajouterais peut-être tout simplement de aussi, tu sais, la collaboration entre les gens. Ça fait que le coaching par les pairs, le mentorat. Donc, ça aussi, c'est souvent à l'intérieur de la fonction publique, il y a divers programmes de mentorat, de coaching par les pairs qui est gratuit. Ça fait qu'à ce moment-là, la seule approbation qu'on a besoin, c'est qu'on puisse se faire accorder le temps d'y participer, mais c'est gagnant-gagnant, le retour sur l'investissement est très grand. Donc, coaching, mentorat, tout ça qui est collaboration avec des gens qui ont soit plus d'expérience ou d'expérience dans différents domaines que nous, ça peut avoir une grande valeur également. Merci beaucoup, Manon. Donc, je vais passer peut-être à une deuxième question. Euh, Comment puis-je me préparer à une conversation difficile avec mon gestionnaire sans ressentir trop de nervosité? Peut peut-être commencer, puis Oui. les autres pourront ajouter. Je pense que, premièrement, il faut reconnaître que la nervosité est normale. Juste accepter qu'on va être nerveux. Puis, la nervosité, ça démontre souvent que la situation, elle est importante pour nous, que ça nous tient à cœur. Puis, la nervosité peut aussi être une source de motivation pour bien se préparer, pour réfléchir à qu'est-ce qu'on veut amener comme concept, comme idée. Donc, au lieu de battre la nervosité, c'est aussi de l'accepter puis se dire, il va y avoir une certaine nervosité, c'est normal, c'est tout à fait sain même. Puis, ça fait, je pense que ça, c'est la première chose, c'est vraiment de se dire que la nervosité est normale et qu'elle peut même, à un certain niveau, à moins qu'elle soit trop grande, être bénéfique dans notre engagement et notre motivation d'aller vers cette discussion. Pour se préparer, je pense que c'est important de réfléchir au but de la rencontre, à l'objectif ou le message qu'on souhaite transmettre.
On peut même se pratiquer avec quelqu'un. Si on est très nerveux, ça fait que avec un collègue, avec un conjoint, une conjointe, un ami, un colloque, peu importe, ça fait pratiquer, puis demander du feedback à l'autre personne sur la livraison de notre message. Parce qu'on, nous, on sait c'est quoi notre intention quand on fait un message, mais on ne sait pas c'est quoi l'impact que notre message va faire sur l'autre personne. C'est qu'en se pratiquant avec une personne de confiance, puis en demandant leur feedback, ça peut avoir une très grande valeur. Et lors de la discussion, je pense que c'est respirer. Puis aussi, pas se mettre la pression que peu importe qu'est-ce que le gestionnaire va amener, qu'on doit répondre tout de suite. Ça fait qu'on peut se donner un temps d'attente. On peut se dire, moi, mon objectif aujourd'hui, c'est de recueillir l'information, de vous écouter. Je vais réfléchir à ça et j'aimerais qu'on puisse y revenir puis continuer la discussion parce que j'aimerais vraiment y réfléchir. Donc, pas se mettre une pression que peu importe la question ou le commentaire qui va venir de notre gestionnaire, qu'on a besoin d'avoir ça tout cuit dans le bec. Donc, je pense que ça, c'est peut-être des petits trucs pour être un peu moins nerveux ou nerveuse. Mhm. Merci beaucoup, Manon. Samira ou Catherine, je ne sais pas si vous vouliez ajouter. Euh, Moi, je pourrais rajouter, je pense que ça peut être intéressant de l'exprimer aussi. Donc, de dire à la personne que c'est quelque chose d'important, que ça vous rend un peu nerveux. Puis, ça, Mhm. c'est sûr que malheureusement, c'est pas tous les gestionnaires qui ont nécessairement à cœur d'être des, comment on appelle ça? À cœur d'être des appuis dans ce sens-là pour leurs employés. Donc, il faut savoir reconnaître si on a une personne, si on en face de soi, dans le fond, voir la personnalité de la personne. Si vous vous sentez à l'aise, si c'est quelqu'un avec qui vous pouvez avoir des conversations honnêtes et franches, allez-y, dites-leur, ça me rend un peu nerveux, voici pourquoi. Puis je vais faire écho aussi à ce que Manon a dit. On n'a pas besoin de prendre une décision là tout de suite, dès que la conversation se passe. On est là pour explorer, on est là pour déjà mettre au courant mettre la personne au courant de ce qui se passe dans votre tête parce qu'elle ne peut pas deviner. Donc, c'est une conversation, au départ, ça peut être une conversation exploratoire, juste pour savoir où vous en êtes. Puis par la suite, vous pouvez en arriver à avoir des conversations un peu plus poussées, mais je pense que commencer par l'exprimer, ça peut déjà, euh, ça peut déjà donner le ton de la conversation. Parce que si en face de vous, vous avez quelqu'un qui sait faire preuve d'empathie, qui est au courant, qui sait que c'est quelque chose qui vous rend un peu nerveux, ben, ça va changer complètement la trajectoire de la conversation, je pense. Hmm. Définitivement. Merci beaucoup, Samira. Prochaine question qu'on a ici. Comment puis-je donner une rétroaction à mon collègue ou à mon gestionnaire sans nuire à notre relation de travail? Peut-être que je vais y aller vu que c'était ma section. Il y a plusieurs astuces. Dépendamment du sujet, de la problématique, il faut décider est-ce qu'on la fait en one-on-one ou on en parle durant le groupe. Fait que ça, je pense que ça peut. Parce que des fois, il y a une problématique avec une personne, mais ça pourrait aider le reste de l'équipe, la rétroaction qu'on va donner. Fait que, il y a cet aspect-là. Il y a aussi, faut savoir c'est quoi l'ampleur, parce que si c'est vraiment grave, ben là, il faut peut-être aller chercher de l'aide ou un intervenant ou t'as une troisième personne, c'est pour faire l'intervention, ça dépend. Bon, j'espère qu'on ne se rend pas à ce niveau-là. Mais je pense que d'en parler en groupe durant les rencontres, c'est que je parlais quand on fait des rencontres à toutes les 2 semaines et semaines, puis d'adresser la problématique, pas obligé nécessairement de viser une personne. Moi, je trouve ça une bonne technique, mais toujours rester dans tu sais, la bienveillance, le respect. Puis, encore une fois, je vais reprendre l'exemple de Manon, mais de ne pas aller dans l'attaque, le tu as fait ça, parce que on est humain, on réagit, personne ne réagit bien à une attaque, qu'elle soit gentille ou non. Si on utilise le tu, on va toujours mal réagir. Fait que c'est de dire, je me sens, j'ai ressenti ça, telle chose, moi, ça m'affecte de cette façon-là. Qu'est-ce que tu en penses? Vraiment aller dans le jeu. Encore une fois, une technique qui n'est pas juste pour le travail, c'est vraiment dans la vie de tous les jours. Toujours aller vers le jeu pour démontrer à l'autre que c'est comme nos limites puis qu'est-ce qui nous a affectés. Fait que je pense que de changer sa façon de donner notre message, mais juste de le dire d'une autre manière. Et comme Samira et Manon ont dit, ben, de se pratiquer aussi, carrément, hein, de ne pas, tu sais, sur le fly puis aller parler avec la personne. C'est bon, c'est quoi, qu'est-ce que je veux parler avec la personne? Comment je vais lui parler? C'est quoi mes points? Est-ce que c'est nécessaire que j'en parle à ce point-ci? Est-ce que, tu sais, fait que vraiment de faire un petit plan de match
Comme ça, je pense que la relation devrait bien aller. Puis quand on est au travail, on est quand même habitué, on finit par s'habituer à faire des rétroactions. Fait que ça devrait bien aller si on prend les bons steps. Merci beaucoup, Catherine. Samira ou Manon, je ne sais pas si vous voulez ajouter quelque chose. Peut-être juste deux choses. Premièrement, encore là, dans la nature de la question, c'est sans nuire à la relation de travail. Je pense qu'on doit faire confiance que si on y va avec intégrité, authenticité, non seulement qu'on risque de ne pas nuire à la relation de travail, on risque d'améliorer la relation de travail. Hmm. C'est que même si tu sais, ça peut être inconfortable, donner la rétroaction. Ça peut être très bénéfique pour moi. Je sais que dans mes relations de travail, si les gens ont du feedback à me donner, la rétroaction à me donner, je l'accueille à bras ouverts parce que ça me permet de m'améliorer, ça me permet de comprendre pourquoi il y a peut-être une frustration ou une certaine tension entre nous. Puis, je pense que tu sais, quand ça arrive, je félicite le courage de la personne parce que je comprends le courage que ça prend de donner de la rétroaction. Donc, pas nécessairement penser que la rétroaction va nuire à la relation, mais aussi y aller avec l'intention que ça peut améliorer la relation, de un. Puis l'autre petit truc, peut-être un peu au niveau de la neurologie du cerveau, c'est avant de donner de la rétroaction, c'est demander à la personne si elle souhaite avoir de la rétroaction. C'est juste Hmm. un petit truc qui fait en sorte que lorsqu'on demande, donc, tu sais, Steven, est-ce que je peux te donner du feedback? Est-ce que tu aimerais avoir du feedback? 99,9% de chances que vous allez dire oui, OK? Mais ça fait quand même en sorte que ça permet à votre cerveau de s'ouvrir et dire, j'accueille ceci, au lieu de, oh, wow, Manon va m'attaquer. Donc, ça fait juste dire comme, hey, regarde, c'est comme, tu sais, c'était une belle réunion ou le projet c'était bien, comme, est-ce que tu aurais le goût, je te donne un petit peu de feedback sur le processus qu'on a utilisé ou comment ça fonctionnait entre toi puis moi? Des chansons que la personne va dire oui et ça va faire en sorte qu'elle va être beaucoup plus réceptive à qu'est-ce qu'on a à dire, évidemment avec tous les astuces que Catherine a nommées, le message et tout ça. Définitivement, oui, j'aime beaucoup cette partie-là parce que ça ouvre la porte à avoir la conversation. Je pense que ça crée une endroit une ouverture de psychologiquement d'avoir la sécurité de psychologiquement aussi. Oui. Donc peut-être une dernière question. Je vois qu'on a quelques minutes, peut-être une petite dernière. Euh, que dois-je faire si une conversation difficile ne se déroule pas comme je l'espérais ou si elle est tendue? Ça, c'est une question là. Ben, peut-être que je peux me lancer. Est-ce que Samira, tu voulais aussi? Non, vas-y, vas-y. Ah, OK. Ben, c'est comme tu veux parce que mon écran est comme vraiment petit, fait que j'ai pas vu. Euh, ben, c'est ça. Si on a une conversation difficile qui se passe pas comme qu'on veut, mais il faut juste aussi vraiment réaliser que c'est correct. It's OK. Comme la vie se déroule pas toujours comme qu'on veut, on n'a pas le contrôle sur les émotions des autres. Vraiment, la base, moi, c'est une leçon que j'ai appris dans ma trentaine, c'est je ne suis pas responsable des sentiments des autres. Là, vraiment, je vous sauve beaucoup de thérapie en vous disant dans le sens que, tu sais, quand ça ne se déroule pas comme qu'on veut, ben, c'est correct, ça fait partie de la vie. Il n'y a rien qui se déroule exactement comme qu'on voulait. Il faut juste comme l'accepter. Ça peut être frustrant, on peut avoir de la peine, on peut être triste, on peut être frustré. Mais c'est juste la vie. Puis de juste, de jour en jour, se le répéter. Puis vous allez voir, quand le temps passe, le conflit, tu sais, le temps règle les choses, là, littéralement. C'est toujours comme ça, que ça soit au niveau du travail, pour les deuils, les peines d'amour, les relations, des amitiés, la famille. C'est toujours à ça, le temps fait bien les choses. Donc, c'est juste de réaliser qu'on n'a pas le contrôle sur les émotions des autres. On peut peut-être aussi faire une réflexion. Est-ce que j'ai bien réagi? Est-ce que pour la prochaine fois que j'ai une problématique avec quelqu'un, est-ce que je peux utiliser des mots différents, une technique différente de résolution de conflit? Qu'est-ce qui m'avait vraiment fâché? Est-ce que c'était vraiment le travail ou c'est quelque chose d'interpersonnel avec la personne? Donc, aussi, quand on a on fait des erreurs un peu, ça n'a pas fonctionné, bon, c'est un apprentissage. C'est jamais tout ce qui arrive, la plupart des choses qui arrivent, on peut en prendre des leçons positives. Fait que, tu sais, il ne faut pas trop s'abattre sur nous-mêmes, puis voilà. Merci beaucoup, Catherine. Samira, je vais ouvrir la porte aussi si tu voulais ajouter aussi. Oui,
Mais c'est ça, j'allais dire à peu près la même chose. Il y a une expression qui est en anglais, shake it off. Genre, c'est bon, on secoue, on enlève, on passe à autre chose. C'est ça, si ça se passe pas, parce qu'après, ça dépend aussi. Quand on dit ça s'est pas passé comme on a prévu, est-ce que à l'issue de la conversation, on n'a pas eu ce qu'on voulait, ou est-ce que c'est devenu, ou est-ce qu'il y a eu une escalation et que maintenant c'est passé d'un petit problème à un gros conflit? Ça dépend de ce qui s'est passé. Si c'est que vous n'avez pas eu ce que vous vouliez, ben, à ce moment-là, c'est de se poser la question. Est-ce que, est-ce que c'est nécessaire? Est-ce que c'est quelque chose dont j'ai vraiment besoin tout de suite et sur lequel je ne peux pas faire de compromis? Si c'est le cas, c'est sûr qu'avec la conjoncture en ce moment, d'essayer de changer d'équipe, c'est pas toujours facile, mais c'est peut-être c'est peut-être quelque chose à considérer aussi. Si c'est quelque chose dont vous aviez peut-être envie, mais que finalement c'est pas la chose la plus essentielle, ben, encore une fois, shake it off. Si c'est quelque chose qui a commencé comme un petit malentendu qui s'est transformé en quelque chose de plus gros, mais là, à ce moment-là, on a des outils aussi au travail. On a les relations, il y a des équipes qui vous aident pour la résolution informelle de conflits. Donc, tu as, un expert qui est là pour t'expliquer comment est-ce que tu peux désamorcer dans le fond une situation. Puis, c'est des très bonnes ressources dont on peut profiter. Il y a aussi, puis là, je prêche pour ma paroisse, le programme d'aide aux employés qui est bon, c'est pas Santé Canada qui sert tous les ministères, mais la plupart quand même sont servis par Santé Canada. Puis c'est vraiment des professionnels de santé mentale qui sont là pour vous écouter et vous aider, vous et votre famille, donc conjoint et enfants, à charge sur des problèmes, que ce soit personnels, de travail, quoi que ce soit, c'est vraiment de l'aide psychologique et de l'aide de santé mentale. Donc, profitez-en, utilisez ces outils-là, puis euh, c'est ça. Parfait. Merci beaucoup, Samira. Et c'est vrai, oui, je pense qu'on a plein de ressources et des outils à notre disposition. Donc, oui, on n'est pas seul dans cette carrière au gouvernement et on est supporté et on continue avec ces ressources de faire notre mieux. Donc, je vais clôturer un peu notre séance d'aujourd'hui. Donc, on va passer rapidement sur les objectifs d'aujourd'hui. Donc, juste peut-être voir un petit peu les objectifs d'apprentissage, si on les a ici à l'écran. Donc, voilà, ici, donc on a essayé vraiment d'avoir une communication efficace, d'en parler, de comment, comme une stratégie, d'avoir ces conversations. Pour notre carrière, comme les ressources qui sont là aussi, apprendre des conseils, d'en parler, de si on voit que ça va, si la conversation a été un peu différente qu'on le pensait ou des choses comme ça. Donc, vraiment, c'était ce qu'on a essayé de faire aujourd'hui. Donc, on essaye on veut que ça ait été une valeur ajoutée pour toi aujourd'hui. Je pense pour moi, pour ma part, c'était vraiment intéressant comme discours et puis c'est vraiment important, même si on n'est pas dans une position maintenant qu'on doit le faire, c'est bien d'avoir ces ressources et ces idées, cette conversation-là. On a une petite dernière question pour vous autres avant de finir. Donc, on va le mettre à l'écran aussi. Donc, c'est juste une question. Cette séance a-t-elle été usage judicieux de votre temps? Donc, oui, non, je ne sais pas. Donc, une petite question pour vous autres avant de finir. Euh, et je pense, oui, donc on va laisser une minute pour vous pour répondre à cette question-là. Euh, mais en fait, merci d'être parmi nous aujourd'hui. Ça conclut un peu notre séance et notre journée du CDC. Ne manquez pas de nous rejoindre mardi à 13 heures
pour une autre journée passionnée du CDC. Donc, vous le voilà à l'écran le 28 janvier, compréhension des cultures de travail mondial. Donc, le voilà le thème. Et toutes les ressources seront disponibles sur la page wiki et l'enregistrement de cet événement sera disponible sur notre chaîne YouTube. Donc, si vous nous est joint un petit peu plus tard, ça va être disponible en ligne. Donc, voilà, on va dire merci, un gros remerciement à tous nos panélistes d'aujourd'hui. Merci d'être parmi nous, tous les participants. Ce fut une excellente conversation et on souhaite vous voir à une prochaine version, comme qu'on l'a mentionné, du CDC. Donc, merci beaucoup tout le monde et je vous souhaite une excellente journée.